Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un grand passionné de sport, Jérémy Rivière. Nous sommes toujours à Paris et un peu en continuité avec l'émission de la semaine dernière. J'ai un autre invité à vous présenter. Il s'appelle Jérémy Rivière. Il est non-voyant. Bonjour Jérémy. Salut Martin. Bon, première précision, je suis aveugle. Ah, ça change tout. Ça change tout. Exactement. Et c'est bien que tu l'expliques. Et bon, tu es aveugle, tu viens toi-même de le dire. Première question que je voudrais savoir, premièrement, pour mettre tous les gens en contexte, est-ce que toi aussi tu serais à l'aise de nous dire ta date de naissance? Tiens, je vais demander la date de naissance directement, ça va. Je suis né le 14 juillet 1987. Ah, d'accord. Ce qui correspond à la date de la fête dite nationale. Effectivement. Et j'allais dire, est-ce que c'était voulu comme ça? Ça. Certainement pas, en tout cas pas par moi. Et là, tu me disais, avant l'entrevue, que tu avais très peu de détails sur la raison de j'allais dire de ta non-voyance, puis je vais le dire, tiens, de ta non-voyance. Et là, comment tu vas me retourner le... C'est un peu compliqué, effectivement. Alors, je suis aveugle d'abord de naissance, ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde, et je suis aveugle par un problème génétique. Et ce qui est assez drôle et perturbant quelque part aussi, c'est que c'est une maladie génétique, mais le gène n'est pas transmissible. Les chercheurs ont fait des recherches, puisqu'il s'agit de leur métier, et ils ont dit qu'apparemment, ce que j'avais n'était pas transmissible si je devais avoir des enfants, à moins que je sois avec une autre personne aveugle, et après il faudrait comparer sa maladie et la mienne pour voir ce qui peut en être. Donc tes parents, eux, n'avaient pas ce gène? Probablement que non, puisqu'il y avait pas d'aveugle avant dans ma famille, avant que ma sœur et moi n'arrivions au monde. Mon frère, lui, par exemple, voit très bien. Donc, c'est un mauvais gène qu'on a eu ma sœur et moi, okay, mais qui n'est pas transmissible. Ok, donc ta sœur aussi a le même gène. Absolument. D'accord. Et bon, et tu disais, t'as aucune perception lumineuse, toi? Non, moi, tu sais, je suis quelqu'un qui prend toujours une option complète sur les choses. Voilà. Et est-ce que tu as des souvenirs, toi, de ton enfance, des souvenirs qui t'ont comme fait comprendre que tu étais différent dû à... Moi, je vais être bloqué, là, à pas dire... Non, mais tu peux dire cécité, par exemple. Ouais, si d'accord. La cécité. Bon, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que dès la maternelle, j'étais dans une école qu'on pourrait appeler ordinaire, c'est-à-dire sans spécialement d'handicapés. Et un jour par semaine, je devais aller dans une autre école, qui elle était une école spécialisée pour les aveugles. Et ça a commencé, si tu veux, dès la maternelle. Dès le début, là. Donc dès le début, j'étais confronté aux enfants qui voyaient, ainsi qu'à ceux qui ne voyaient pas. Et on ne m'a jamais... c'est pour ça que je te dis oui et non. Les enfants qui voyaient ne m'ont jamais dit, par exemple, on va jouer, mais toi tu comptes pour du beurre parce que t'es aveugle, comme ça a pu arriver à certains enfants. Okay, moi, j'ai pas eu ce problème. T'as pas ressenti de discrimination? Probablement aussi grâce au travail qu'a fait l'école. C'est-à-dire en amont, sûrement que l'école a expliqué aux enfants qu'un enfant aveugle allait arriver. Enfin bref, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'y suis jamais trop renseigné, mais
En tout cas, je sais qu'on m'a jamais dit, en tout cas en maternelle, tu comptes pour du beurre parce que t'es aveugle. Mais en contrepartie, on t'envoyait avec les aveugles. Oui. Pourquoi? Pour une simple bonne raison, pour deux bonnes raisons. Quelque part probablement pour me rappeler que j'étais aveugle aussi, et pour m'apprendre probablement à utiliser ma canne et le braille. Il faut savoir que moi j'ai commencé à apprendre le braille à l'âge de 5 ans. Et voilà, donc j'étais encore en maternelle quand j'ai commencé à apprendre le braille. OK, donc c'était pour t'intégrer un peu aux différents apprentissages là qui t'attendaient. Exactement. D'accord. Et est-ce que plus tard, tu disais bon en maternelle, après la maternelle, est-ce que tu étais encore à l'école est-ce qu'ils t'ont envoyé au régulier à l'école adaptée constamment ou? Alors, il y a eu 2 étapes. D'accord. Ouais, parce que moi, tu sais, c'est bon. Ben c'est soit des options complètes ou des options compliquées. Voilà, c'est ça. Là, j'ai choisi compliqué. Bon. D'accord. J'ai commencé effectivement de la primaire jusqu'à ma 5e en école adaptée ou spécialisée. On était pas très nombreux dans les classes. Les profs avaient le temps de bien t'expliquer les choses, si tant est que tu souhaitais un tant soit peu les comprendre, ce qui n'était pas toujours mon cas. Mais enfin bon, ça c'était un autre débat. On y reviendra parce que j'aime. Ah, t'es comme ça, toi. J'aime ça quand même, bien sûr. Et après, à partir de la 4e, je suis allé. Donc j'avais les deux, c'est-à-dire que j'avais les matières où j'étais plutôt bon, les rares matières où j'étais plutôt bon. Pour être précis, j'étais dans un collège ordinaire. Et les matières qui nécessitaient un peu plus de travail me concernant, je les faisais au sein de l'école spécialisée. Par exemple, en histoire... La question s'en venait de toute façon. Voilà, en histoire, par exemple, j'étais plutôt bon. J'étais en intégration, en allemand et en anglais aussi. Mais par contre, en maths, c'était le point noir de ma scolarité. J'étais toujours en milieu spécialisé. Et ça avait commencé comme ça ou parce que j'aurais aimé ça savoir si dans le fond en milieu spécialisé il y avait comme de meilleurs trucs pour vous apprendre les mathématiques là. Mais alors est-ce qu'il y a des meilleurs trucs? Je ne sais pas, mais je pense qu'en fait dans les milieux spécialisés il y a l'avantage, si tu veux, que les gens ont plus le temps. Ce qu'ils n'ont pas dans le milieu ordinaire, puisque les classes sont en France, en tout cas, sont surchargées. Oui. Il y a entre 24 et 30 élèves en moyenne. Donc, le professeur, il n'a pas le temps de s'embêter à s'occuper d'un élève en particulier. Donc, c'est un peu du global. Et dans l'école spécialisée, il n'y a pas ça. C'est pour ça que, par exemple, on en reviendra probablement tout à l'heure, mais c'est pour ça que je considère qu'il faut absolument sauvegarder les écoles spécialisées. C'est vital. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas favoriser l'intégration, mais ça veut tout simplement dire que tout le monde n'est pas intégrable et tout le monde n'est pas intégrable dans toutes les matières. Moi, par exemple, je pense que si on m'avait intégré en cours de maths, au lieu d'avoir des 7, 8 de moyenne, j'aurais eu probablement 0, 1 ou 2. Ou peut-être même en dessous, va savoir. Mais parce que c'est rare qu'on entend ça. Ben ça arrive des fois, mais c'est rare qu'on entend tu sais comme un peu les deux hein, de faire certains cours à l'adaptation en milieu adapté et d'autres en milieu régulier, c'est plus rare. Oui, c'est rare parce que malheureusement la plupart des écoles de déficients visuels partent du principe que c'est ou tout ou rien. Et j'ai eu la chance, putain, je pensais pas que je dirais ça un jour, pardon pour le gros mot, mais je pensais pas que je dirais ça un jour. J'ai eu la chance d'être dans une école spécialisée qui était suffisamment intelligente pour comprendre que il fallait l'intégration, mais que parfois il fallait la limiter. Et effectivement, toutes les écoles ne l'ont pas faite. J'ai eu la chance d'être dans une super école à ce niveau-là. On peut faire un peu de publicité qui s'appelle Le Phare. À Ilzac. Alors le Phare, c'est un drôle de nom d'école pour des aveugles, je te l'accorde. OK. Et parce que je t'ai pas demandé de toute façon où tu étais né. J'ai oublié. Alors je suis né à Mulhouse,
Donc Mulhouse, c'est une ville en Alsace, pas très loin de Strasbourg. L'agglomération mulhousienne compte à peu près une centaine de milliers d'habitants. Voilà, pour te donner un ordre d'idée. D'accord. Et là, bon, tu disais aussi, puis ça, j'aime ça, tu me disais, j'ai appris le braille à l'âge de 5 ans. Oui. C'est comment apprendre le braille à 5 ans, selon ta perception des choses, hein, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de comparatifs. Mais pour toi, ça a été comment? Écoute, moi, je fais partie de ceux qui pensent, et qui continuent à penser, que plus tu es jeune ou plus tu es petit, plus tu as de possibilités et de capacités à apprendre de choses. Donc je considère que c'est très bien de l'apprendre à l'âge de 5 ans, par exemple. Et après, je me rappelle pas trop de l'apprentissage en question. Je me rappelle qu'on me faisait toucher le braille, parce qu'à l'époque, bien sûr, je ne savais pas lire, mais on me familiarisait avec le braille en le touchant, avec le majeur. Ce qui est assez bizarre, parce que moi, maintenant, je lis le braille avec l'index. Mais à l'époque, je sais pas pourquoi, c'était avec le majeur. Alors, je sais pas si c'est un souvenir que j'ai ou un truc que je crois profondément, mais il me semblait qu'on m'avait appris à lire le braille avec le majeur au début. Bon. Et après, je suis rentré à l'école primaire et puis j'ai poursuivi mon apprentissage du braille, que ce soit lit ou écrit. Le braille intégral, et en France, nous avons, je sais pas si vous avez, vous, ça aussi. Le braille abrégé. Là-bas, au Québec, mais nous avons le braille abrégé. Oui, bien sûr. Donc, le braille abrégé, je l'ai appris beaucoup plus tard. J'ai dû l'apprendre, soit vers la fin du primaire, soit début du collège, je me rappelle plus. Alors, j'ai eu beaucoup de mal avec le braille abrégé, bizarrement, parce que, voilà, tu vois, encore une fois, plus tu vieillis, moins t'apprends vite. Donc, j'ai eu un peu plus de mal. D'accord. Mais le braille t'a servi beaucoup quand même. Ah le braille m'a servi, bien sûr. Le braille me sert encore aujourd'hui puisque je travaille avec une machine adaptée où il y a du braille sur les plages tactiles. Alors tu peux utiliser ta synthèse vocale. L'inconvénient que ta synthèse vocale a, c'est qu'elle réveille tous tes collègues, quoi. Bon, je dis pas que tous mes collègues sont payés à roupiller. Bon, enfin certains, je me demande quand même. Mais bon. Si tu veux, alors il faudrait mettre un casque, sinon pour la synthèse, plus un casque pour répondre au téléphone, puisque je suis standardiste. Ah, donc, d'accord. Si tu veux, le braille me sert toujours. Je l'utilise moins que quand j'étais à l'école, bien évidemment. D'abord parce que je ne lis que trop peu, donc je l'utilise pas. Je lis pas de livres en braille, ça voilà. Mais par exemple, tu utilises toujours le braille pour lire sur les boîtes de médicaments, pour lire sur certains produits dans les magasins. Certains magasins font des produits marqués en braille. Bon, ça sert toujours. Mais c'est bien que tu parles de ça, parce que nous, au Québec, on n'a pas ça, là. En France, il y en a pas énormément non plus. Okay. Il y a une seule chaîne, à ma connaissance, qui le fait. Il y a une grande chaîne, et puis il y a une chaîne de produits surgelés en France qui fait les catalogues en braille. Donc ça te permet de lire ce qu'il y a sur les catalogues et ensuite de passer ta commande. Donc, au moins de savoir qu'est-ce qui existe. C'est ça. Donc c'est toujours intéressant. Il faut absolument que les aveugles d'aujourd'hui, mais surtout ceux de demain, continuent à apprendre le braille et à faire vivre ce langage universel quelque part. D'accord. Parle-moi un peu plus là de l'école après, parce que là, tu m'as parlé de tes matières fortes, tes matières faibles. T'as remarqué qu'il y avait plus de faibles que de forts quand même. Ouais, tu l'as dit quand même assez clairement. Ouais. Et élève moyen, on va dire. Déjà moyen, c'est bien. C'est moins mauvais que mauvais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as réussi tes cours quand même. Et puis, qu'est-ce que tu voulais faire après? Ah! Alors, quand tu es enfant, il y a ce que tu veux faire, et à la fin, tu te rends compte qu'il y a surtout ce que tu peux faire. Et c'est pas exactement la même chose. Moi, quand j'étais petit, ce qui m'intéressait était le journalisme sportif, puisque j'adore le sport, on y reviendra probablement tout à l'heure. Mais, c'est sûr. Donc, j'ai toujours aimé le journalisme sportif. Mais ça demandait quand même quelques années d'études. Et l'école et moi, on n'était pas suffisamment copains pour que j'y reste assez longtemps. Donc j'ai préféré m'orienter vers autre chose, qui nécessitait très peu d'études et qui avait un lien avec le contact humain.
Donc j'ai choisi le métier de standardiste. Ok, donc c'est arrivé assez assez tôt. naturellement, Ok, finalement. d'accord. J'ai voulu aussi à un moment donné faire animateur radio. Et je sais pas pourquoi j'ai complètement zappé cette idée au fil de ma vie, sans aucune raison ni valable ni explicable. Ça s'est fait comme ça naturellement. Il n'y a pas eu de démarche, il n'y a Non. pas eu de cours en conséquence, il n'y a pas eu d'essai. Ça c'est Non. d'accord. Et là, standardiste. Est-ce Oui. que bon, tu dis j'ai choisi quelque chose qui avait moins besoin d'études, tout ça. Absolument. Quand même, comment ça s'est passé? Parce que j'ai posé la question à l'invité de la semaine passée. Mais chercher de l'emploi quand on est aveugle. Voilà, ça me fait plaisir. Ça y est, tu l'as sorti, le Je mot. l'ai dit. Puis, allez, les gens qui m'écoutent régulièrement le savent que, Excuse-moi. Je le dis aussi des fois, là. C'est pas un mot que j'ai en aversion, hein, on s'entend. Oui, bien sûr. Alors, ça a été quoi? Et qu'est-ce que tu penses aussi de la recherche d'emploi, quand on est aveugle en France? Bon. Premièrement, il y a une chose qu'il faut quand même dire, c'est que le métier de standardiste se perd. Donc, Comme beaucoup de choses. en tout cas en France. Mhm. Donc, pour un standardiste français, c'est assez compliqué de trouver du travail. Et je te laisse imaginer à quel point c'est encore un peu plus compliqué d'en trouver quand, en plus d'être standardiste, tu es aveugle. Parce qu'il faut trouver l'entreprise qui va vouloir faire les démarches pour adapter ton poste, qui va vouloir chercher les financements pour adapter ton poste. C'est pas forcément évident. Bon. Après, concernant moi, ma recherche d'emploi, écoute, ça s'est fait assez naturellement. Je suis donc parti faire ma formation de standardiste pendant 1 an dans une école à Paris, pour laquelle je ne ferai pas de pub volontairement. Mais est-ce que ça a été le premier contact avec Paris? Oui. OK. Oui. C'était donc en septembre 2004, j'avais 17 ans. D'accord. À 17 ans, j'ai quitté ma province. Bon. Et donc je suis venu à Paris pour faire ma formation. Et j'ai fait quelques stages dans le cadre de ma formation. Et puis à la fin de ma formation, un petit peu par hasard, Tu dis quelques stages, ça fait que ça t'a quand j'en ai même... fait 3. OK. Ça Enfin t'a- 2, mais dans un stage, il y avait 2 stages. OK. Ça fait que ça t'a permis quand même de travailler dans différents Déjà, endroits. exactement. Mhm. Assez différents en plus les uns des autres, donc c'était plutôt intéressant. Et ça, c'était le stage là, qui exigeait c'était normal que ça se passe comme ça. Là. Il y avait Absolument. plusieurs Ouais. endroits. Fallait faire 2 stages. J'ai trouvé un stage à un seul endroit pour le matin et pas pour l'après-midi, donc j'avais cherché un autre stage pour l'après-midi, ce qui pour fait que compléter. j'avais OK. si tu veux. Bon, ça c'était pour le premier stage, et le deuxième stage, donc ça, le premier a duré 15 jours, donc c'est assez court. Et le deuxième était un petit peu plus long et du coup aussi probablement un petit peu plus intéressant puisqu'il a duré 1 mois, ce qui t'aide à te confronter au monde du travail pendant 1 mois. Bon. Et puis à la fin de ma formation, où j'ai eu le diplôme, il faut quand même le dire, hein, parce que je suis pas si fort que ça à l'école, mais j'ai eu quand même le diplôme. Bon. Ben là, j'avais cru comprendre de toute façon qu'il y avait certaines matières de toute façon qui t'intéressaient moins. C'est ça. Peut-être moins d'énergie aussi à investir dedans. Absolument. Là, si on se fait un cours en quelque chose qui nous intéresse, dans lequel on veut travailler, j'imagine qu'on y met plus d'efforts. En tout cas, c'est la conclusion que j'en fais. Oui, et puis tu sais, j'ai toujours un petit côté rebelle que j'ai toujours aujourd'hui, qui est je ne supportais pas qu'on m'explique que pour tel jour, il fallait que je sache telle chose. Pour demain, tu m'apprendras l'histoire de Napoléon. Ah bon? Pourquoi pour demain? Et du coup, non, moi ça me va pas ça. Non. Donc j'avais pas envie d'apprendre. En gros, j'écoutais ce que le prof disait en cours, mais à la maison, c'était très rare de me voir réviser, pour ainsi dire, quasiment jamais, sauf quand mes parents me reprenaient. Mais sinon, non, j'avais un problème avec ça. Je ne voulais pas. C'était une sorte d'autorité qui t'horripilait. Ouais, on peut dire ça. Dire ça. Et d'ailleurs, notamment en histoire, j'ai beaucoup plus appris en sortant de l'école parce que je faisais mes recherches quand ça m'intéressait.
Et l'histoire, elle m'intéresse beaucoup, mais à partir du moment où j'ai décidé de m'y intéresser. Voilà. Et donc pour en revenir à ce qu'on disait par rapport à la formation, donc à la fin de ma formation, j'ai eu la possibilité d'avoir un CDD, donc un contrat à durée déterminée, dans pour une administration française, qui m'a embauché pendant 2 mois et demi, tu sais, le temps des congés d'été pour remplacer ceux qui partaient, quoi. D'accord. Suite à ça, mon contrat se termine et j'ai connu pendant 9 mois de ma vie ce qu'on appelle le chômage. Donc, sans emploi, voilà. Mais juste avant qu'on aille plus loin, parce que là, en faisant beaucoup de stages comme ça, c'était des adaptations de postes à chaque fois, pour chaque endroit, forcément? Non, les postes, en fait, étaient déjà adaptés. OK. Parce que, alors, soit des aveugles y avaient bossé et n'étaient plus là, soit des aveugles y bossaient et pouvaient m'encadrer pendant mon stage. OK, bah ça c'est. D'ailleurs non, pendant mon stage, il y avait toujours des aveugles pour m'encadrer. C'était quand j'ai commencé dans l'administration avec mon CDD que la personne aveugle était partie à la retraite, était venue me former sur le matériel et ensuite j'avais remplacé les personnes qui étaient parties en congé d'été. OK, d'accord. Voilà. Au moins ça facilitait un peu, sinon ça aurait peut-être même pas été possible. Là. Ah, ça aurait été en tout cas peut-être un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Probablement. Donc 9 mois, hein, c'est chômage. Voilà, le temps d'une gestation. J'allais le dire, mais je me disais ça va peut-être juste paraître bizarre, mais là. Non, mais tu vois, je l'ai dit moi aussi. Et donc pendant 9 mois, recherche d'emploi. Donc là, tu vas ce qu'on appelle en France maintenant le Pôle Emploi, qui avant s'appelait la NPE, je crois. Bref, passons, c'est pas très intéressant. Et donc j'ai fait mes démarches pour trouver de l'emploi. Ils m'ont envoyé vers un autre organisme, je crois qu'il s'appelait Cap Emploi Service ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Et eux m'ont dit, écoutez, on a peut-être un poste pour vous. Ça fait apparemment 2 ans qu'ils cherchent quelqu'un d'aveugle. Ah bon? OK. Bon, j'y suis allé, j'ai passé l'entretien, ils m'ont embauché. Donc, pour en revenir à ta question initiale, parce qu'on s'est perdu depuis, mais qui était par rapport à la recherche d'emploi, c'est vrai que c'est compliqué de chercher de l'emploi, mais tu te rends compte aussi dans mon histoire que l'entreprise là en question, ça faisait 2 ans qu'elle cherchait et qu'elle a pas trouvé. Donc, oui, c'est compliqué de chercher de l'emploi, mais est-ce que tout le monde en cherche réellement? La question se pose. Moi, la question elle se pose aussi, mais tu sais, je me dis, est-ce que on est bien encadré, du moins quand on en cherche? Je suis pas sûr non plus. C'est pas faux. Je pense que des fois, on est très mal encadré, très mal suivi. On est pour te donner un exemple, là, il y a quelques semaines, il y a un aveugle en France, enfin une personne quasiment aveugle qui cherchait un emploi et on lui a proposé le poste de conducteur de train. Bon, OK. Donc quand tu vois ça, effectivement, tu te dis là, qu'est-ce que les mecs n'ont pas compris dans aveugle ou non-voyant ou atteint de cécité, enfin appelle ça comme tu veux. Non, on peut l'appeler n'importe comment. Là, il y avait une incompréhension assez. Si tu es pas complètement dépourvu de toute intelligence, tu comprends que la personne ne pourra pas conduire le train, à moins que ce soit un train autonome, puisqu'ils sont en train de se lancer dans les véhicules autonomes, là, tout doucement. Donc peut-être qu'ils ont déjà le train autonome, va savoir, je sais pas. Donc il y a encore là des fois des incompréhensions là. Il y a des incompréhensions. Je crois aussi qu'il y a un manque d'information du handicap dans le monde des valides. Ils sont pas toujours au courant de tout. Ils font pas bien la différence, par exemple, entre un malvoyant et un aveugle. Ou surtout, ils ne font pas la différence entre un malvoyant et quelqu'un qui voit, par exemple, puisque quand un malvoyant demande son chemin, souvent on lui dit c'est juste là, vous voyez pas? Non. Enfin, mais comme il a pas la canne qui signale qu'il est malvoyant ou non-voyant ou aveugle, tu vois, moi aussi je finis par dire non-voyant. Perverti. Du coup, c'est compliqué, quoi. Mais oui. C'est sûr qu'on va pas régler cette question-là aujourd'hui non plus. Hein. On pourrait, mais on n'a pas le temps. On n'a pas tant le temps de ça. Et j'aime mieux qu'on parle de toi. C'est un vaste sujet aussi, ça. En tout cas, oui.
Et en plus, c'est grand. Moi, la première chose que j'ai vue, j'ai dit, oh mon Dieu, il est plus grand que la moyenne des Français que j'ai vus depuis que je suis arrivé ici. Mais bref, détail. Bon, standardiste, quand même, quand on est aveugle, c'est un métier qui peut bien se faire. Puis, d'après ce que j'en ai compris, c'est que par où tu es passé, il y en avait d'autres qui étaient passés avant aussi. Est-ce que on peut dire que ça a été un petit coup de chance peut-être, parce que ça complètement. La chance fait partie de l'histoire, c'est obligé. Enfin, je cherche un emploi, on m'explique qu'il y a une entreprise qui cherche depuis 2 ans. Là, c'est une chance. C'est-à-dire que comment ça se fait que personne n'ait sauté dessus avant moi? Là, j'ai la chance d'arriver comme un cheveu sur la soupe. En gros, je suis allé à l'entretien quasiment sans aucun stress, puisque je savais qu'ils cherchaient depuis 2 ans. Donc, je savais qu'il y avait de grandes chances que je sois embauché, puisque de toute façon, ils n'avaient pas trouvé depuis 2 ans. Donc oui, il y a un facteur chance, c'est évident. Il faut savoir le reconnaître aussi. Tout ne vient pas que de mon talent. Ouais, mais j'aime ça parce que moi je suis de nature peut-être des fois un peu plus bon, je me dis s'ils ont pas trouvé depuis 2 ans, c'est peut-être parce que les candidats étaient pas est-ce qu'on a peur de toi, je crois que pas, là, parce que c'est pas de la façon que tu l'as expliqué, mais des fois de pas être à la hauteur. On se dit quel genre de candidats ils ont reçu, est-ce qu'ils sont trop exigeants, est-ce que, tu sais, tu comprends un peu ce que... Peut-être aussi, alors à ma connaissance, d'après ce qu'il m'avait dit, mais après, tu sais, on ne nous dit pas tout, on cache parfois certaines choses. Ouais. À ma connaissance, il n'avait pas reçu de candidat. Ah, pas du tout. Donc, ah, d'accord. Voilà. Et après, là, est-ce qu'ils ont communiqué suffisamment pour que les aveugles le sachent? Ça, c'est une autre question, mais ça, je... OK, mais ça répond... Ben, en tout cas, on a comme des indices là, sur ce que je me posais comme question. Là, il y a peut-être un manque d'information, de communication, de compréhension, tout ça. Enfin, bref. Est-ce que c'est l'emploi que tu occupes encore en ce moment? Alors là encore, oui et non. Ah, d'accord. C'est-à-dire que j'ai été embauché par une entreprise donc en 2006, le 25 juillet pour être précis, mon contrat commence. J'ai commencé, en fait, on est prestataire de service, donc on s'occupe du standard des entreprises qui n'ont pas envie de s'en occuper. Voilà, qui préfèrent externaliser leurs services, si tu préfères. D'accord. Donc j'ai commencé dans une usine chimique en Alsace, ma région natale, la plus belle région du monde. Petit message aux Québécois, si jamais vous voulez visiter un coin de France, allez en Alsace. Bon. Bon. Après, j'ai demandé à être muté à Paris pour des raisons personnelles. On pourra probablement discuter tout à l'heure. Donc je suis muté à Paris, mais là, toujours pour la même entreprise, mais dans un autre milieu, puisque je m'occupe du standard d'une compagnie d'assurance. Je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que moi, je suis pourri en géographie. Donc, ouais. L'Alsace versus Paris, c'est combien de temps? Alors, ça dépend. Combien de temps en quoi? En avion, en train, en bus, en voiture? Toutes ces réponses. Ah! Alors, en avion, ça doit être moins d'1 heure. D'accord. En train, selon le train que tu prends et selon la ponctualité de la SNCF avec laquelle tu as fait connaissance cette semaine. Et que je vais m'abstenir de tout commentaire. Voilà. Bienvenue en France. Ça peut varier entre 2h40 et 4h30. OK. Voilà. Ça, c'est pour le train. Et la voiture, si tu t'arrêtes une fois ou deux, tu en mets entre 5h30 et 6h, je pense, à peu près. D'accord. Donc, il y en a précisément pour à peu près 500 kilomètres. D'accord. Précisément pour à peu près, ça veut rien dire, pardon. Mais il y en a pour à peu près 500 kilomètres, puisque c'est pas précis. Donc, c'est pas super loin, puis c'est pas la porte d'à côté non plus. C'est pas le bout du monde, mais c'est pas non plus la maison d'à côté, voilà. D'accord. Parfait. Donc là, tu passais des produits chimiques aux assurances. Ouais. Là, ça m'amène une autre question. Un standardiste qui répond à une compagnie qui travaille dans les produits chimiques, ça répond quoi? Est-ce que ça fait des transferts d'appels? C'est quoi que ça fait? Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître pour travailler? En chimie, absolument rien. D'accord. C'est-à-dire que j'ai aucune connaissance chimique. Je me disais que ça devait pas être dans tes matières préférées non plus. En plus, oui, c'est pas faux.
Toi, t'as dû prendre contact avec un de mes professeurs en douce. Pas du tout. Non, mais non, j'ai effectivement aucune connaissance chimique, voilà. Mais effectivement, c'était un standard réellement standard pur, c'est-à-dire uniquement nominatif. Bonjour monsieur, je voudrais parler à monsieur Untel. Un instant, je vous prie, je vous mets en relation avec monsieur Untel. D'accord. Bonne journée, au revoir monsieur. D'accord. Transfert d'appel, et puis c'était réglé. Le milieu de l'assurance, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas beaucoup de base en assurance non plus, mais c'est des appels moins nominatifs. C'est plutôt des gens qui te racontent leur histoire et qui, en plus, bien souvent, te crient dessus parce que la compagnie va pas assez vite à leur goût. Ouais, puis ils sont dans une Donc, situation souvent problématique. Voilà, bon. c'est ça. Donc c'est pas du tout le même style de traitement d'appel. Pour te donner un ordre d'idée, un appel nominatif, si t'es suffisamment rapide avec ton matériel, en 1 minute tu l'as terminé. La compagnie d'assurance, ça dépend, parce que la personne qui va te raconter son histoire, elle va peut-être prendre déjà 2 minutes pour te la raconter. Toi, tu vas prendre 10 secondes pour lui donner le numéro, mais après, il va parfois falloir prendre encore 2 minutes pour qu'elle accepte d'appeler ce numéro qu'elle a probablement en plus déjà appelé. Mais comme il y en a pas d'autres, il y a pas le choix. Bon. Alors voilà, mais ça te demandait d'écouter aussi puis de la référer. Ça te demande une superbe écoute, évidemment, et ça te demande surtout aussi, et c'est probablement la chose que je retiendrai de cette expérience dans le milieu des assurances, c'est que ça t'apprend une certaine maîtrise de soi, un certain calme à avoir, parce que quand tu passes ta journée à te faire crier dessus, bon, au bout d'un moment, t'as envie de les incendier toi aussi, mais tu peux pas le faire parce que... Bon, Et c'est dur sur le moral après un temps? Ma réponse là aujourd'hui va être différente que celle que j'aurais pu te donner si tu me l'avais posée il y a 5 ans. D'accord. C'est-à-dire que si tu veux, plus le temps passe, plus tu es là-dedans, plus c'est dur. Donc moi, les 3-4 premières années, je m'en fichais royalement. Tu veux crier, tu cries, je m'en fous. De toute façon, je t'écoute qu'à moitié. Bon. Une fois que j'ai compris ta demande, je suis pas obligé de t'écouter. Après tout, je te laisse déblatérer, mais je me fous bien de ce que tu peux me raconter. Sauf que les années ont passé, ça fait 10 ans que je suis dans tout ce qui est compagnie d'assurance, et effectivement, ça fait, on va dire, 3 ans que ça me fatigue un peu. Oui. C'est plus difficile. C'est plus difficile parce que c'est toujours pareil en fait, et puis les gens te crient dessus. Ils savent que tu y es pour rien, mais comme ils sont pas sûrs d'avoir quelqu'un d'autre après, c'est toi qui prends parce que t'as décroché en premier. D'accord. Et comment on décroche, nous, de ça, rendu chez soi? D'abord, faut savoir faire la part des choses. Ça, c'est un truc que j'arrive assez bien à faire. Au boulot, c'est le boulot. Chez moi, c'est chez moi. Et il y a autre chose, c'est très important selon moi, et on en reparlera probablement tout à l'heure si j'ai bien compris la teneur de l'entrevue. Mais il faut avoir des passions, des trucs à quoi se raccrocher, par exemple, un truc qui peut te défouler, faire du sport, par exemple. Enfin, il faut que t'extériorises à un moment donné, parce que si t'extériorises pas, voilà. C'est là que ça bloque. C'est là que c'est compliqué. Okay. C'est probablement pour ça que certains, notamment à l'époque chez France Télécom, sont allés jusque malheureusement le suicide ou quelque chose dans le genre. Okay. C'est que tu as parfois une telle pression que si tu ne sais pas faire la part des choses et si tu n'arrives pas, quand tu rentres chez toi, à sortir de cette pression ou à la transformer en quelque chose de positif pour t'évader un peu, tu restes accro à tes problèmes et puis malheureusement c'est eux qui finissent par t'emporter. Mais à quelque part ça vient chercher aussi un petit côté là, comme tu disais, ça prend une bonne écoute, ça vient quand même stimuler un peu le côté intellectuel, puis c'est pas juste là de la répétition. Puis... Non, puis tu peux pas répondre à ces gens-là comme tu répondrais à un copain qui te casse les pieds. Effectivement. Donc ça nécessite parfois une réflexion sur comment je vais lui répondre pour qu'il comprenne que par exemple il va trop loin quand il insulte ou quand il faut trouver le bon truc. C'est pas toujours évident. Alors moi j'essaye de la diplomatie. C'est pas mon point le plus fort, mais justement, ça m'a un peu appris à le devenir quelque part. D'accord.
À moins que tu aurais autre chose à rajouter, là, moi, je voudrais poser quelques questions techniques parce que tu l'as effleuré tout à l'heure. Tu disais, bon, j'ai la synthèse vocale, j'ai le braille que j'utilise aussi dans le cadre de mon travail. Oui. J'ai déjà fait un petit peu de service à la clientèle au téléphone. Ça veut dire que des fois, on a comme 2 écouteurs. Une paire d'écouteurs pour le téléphone, une paire d'écouteurs pour la synthèse, le braille. Ça Mais fait le problème, c'est qu'on a que 2 oreilles. Donc ça, exact. c'est compliqué. 2 oreilles, une tête, C'est ça. Et 2 mains. puis 2 mains qui font chacun une des choses différentes. Exact. Alors, ça, comment tu peux nous expliquer ça pour ceux qui ne sauraient pas, là, tu sais, pour ceux à qui ça serait étranger? Alors moi, bon, j'ai choisi quelque part de ne pas m'occuper du logiciel vocal. D'accord. Il parle à voix assez basse parce que je l'ai baissé au maximum, suffisamment pour entendre si jamais il y a un problème avec la plage braille. Mais si tu veux, moi je veux pas avoir 2 casques. Non, voilà. Donc j'utilise beaucoup le braille et je lis les informations que me transmet mon ordinateur via la plage braille. C'est un choix. Il y en a d'autres qui font autrement et qui utilisent plus leur synthèse vocale. Il y en a d'autres qui utilisent les deux. Moi, j'ai choisi le braille parce que ça me paraît être le plus pratique, le moins encombrant finalement et le moins voilà. J'ai pas besoin d'avoir 2 casques et en gros, je peux utiliser mes mains pour lire le braille. C'est très bien, ça me va très bien comme ça parce que j'ai pas envie moi d'avoir 2 casques avec l'appelant qui me raconte sa vie et mon ordinateur qui me raconte ses bêtises. Bon. Ben, je suis content que tu le dises, que dans le fond, il y a plusieurs méthodes de travail. Toi, bien tu as sûr. choisi celle-là. Puis, Après, c'est selon ce qu'on veut pour soi-même, pour son bien-être aussi, quelque part, parce que si t'as 2 casques avec 2 discours à l'intérieur de l'oreille, mais et plus le client qui te probablement hurle dessus, à la fin de la journée, t'as une tête, tu peux aller la vendre sur le marché, ça fait une jolie pastèque, tu vois. Bon. Tu as fait plusieurs liens, Jérémy, pendant l'entrevue. Je suis très content parce que dans le fond, tu m'enlèves du travail. Ça Mais je suis m'évite comme ça, d'expliquer moi. tout Je suis généreux, moi. à 2-3 reprises. Mm. Surtout que là, hein, on est en train de boire, on est en train de prendre l'apéro. C'est très sympathique. Un apéro qu'on peut qualifier d'apéro français. D'accord. Voilà, avec un petit verre de crément d'Alsace. Je veux pas faire de pub, mais ça vient de chez moi. Il est très bon. Et du saucisson, les amis. Alors, je sais pas si au Québec vous en avez. On m'a dit que oui, mais bon. Je pense que ça n'a pas la même popularité. C'est ça. Ici. Mais il y en a, ça se trouve, et bon. Mais c'est pas aussi fréquent. Oui, puis c'est très bon en passant. Ça Bien fait sûr. que merci pour l'apéro. Merci à Jean-Charles. Il nous accueille. Oui, parce que là, on fait les 2 entrevues chez Jean-Charles. Voilà. L'entrevue de la semaine dernière et l'entrevue de cette semaine. Exactement. Voilà. Et là, avant qu'on tombe dans... Parce qu'on a parlé beaucoup du scolaire. Je pense que tu voulais qu'on y revienne hein, sur tes... Non, pas nécessairement. Sur mes performances scolaires? Scolaire. Non. Ah, dommage. T'imagines si mes profs écoutent? Putain, ils vont faire une attaque. Non. Ah, il y a eu un autre petit putain aussi. Ah là, oui, qui c'est s'est vrai. inséré. Pardon. Oh là là. Incroyablement vulgaire, ce garçon. Parce qu'à un moment donné, tu as dit toi-même, pour ça je me permets d'y revenir, là, quand tu es parti de l'Alsace pour venir à Paris, Oui. Comment ça s'est fait le déménagement? Comme Paris, c'est comment par rapport à chez toi? Bah déjà, c'est plus grand. Oui. Bon. Et puis, si tu veux, pour l'autonomie, c'est beaucoup plus simple. Parce que mes parents habitaient dans une ville où, à partir d'une certaine heure, t'avais plus de bus. Carrément. Donc, C'était pas pour facile. sortir, c'était un peu embêtant. C'est- Tu dépendais des gens, bon. Et à Paris, si tu veux, bon. Et j'y étais de 2004 à 2005. Je suis pas beaucoup sorti et j'y suis retourné en 2009. Et j'y suis resté, d'ailleurs, même si dans quelques mois, je quitte à nouveau la région parisienne. Ah oui? Mais oui, Ok. j'irai à Nice avec ma fiancée, D'accord. à qui je fais un petit bisou, tiens, au passage, voilà. Voilà. Et donc Paris m'a apporté
l'autonomie qu'à Mulhouse, enfin, ou dans la région mulhousaine, j'aurais eu du mal à avoir. Voilà un petit peu. Après Paris, le déménagement s'est fait relativement simplement. Bon, déjà, ma copine de l'époque avait un appart. Il était déjà meublé, donc en soi, j'ai pas eu grand-chose à ramener, à part ma personne qui effectivement est suffisamment lourde pour être transportée, et mes habits. Parce que je suis pas assez naturiste pour rester dans l'élément le plus naturel. Donc voilà. Mais voilà, ça s'est fait assez simplement. Et, s'il avait fallu amener des meubles, ça se serait fait simplement aussi, puisqu'en plus j'ai la chance d'avoir un papa déménageur. Ah, bon. Donc ça Toujours peut pratique. servir, voilà. Mm-hmm. Donc l'arrivée ici, c'était pour beaucoup de choses positives. L'autonomie, c'était largement améliorée. Oui. Les perspectives. Tu avais demandé un transfert, si on se rappelle bien. Absolument. Pour le travail. Donc tantôt tu disais c'était le même emploi, mais comme en deux, oui et non. C'était parce que tu avais demandé un transfert pour la même compagnie. Voilà. Alors je faisais plus du tout le même standard puisque j'étais passé d'une usine chimique oui, à une compagnie d'assurance. Effectivement. Ça, on pouvait pas vraiment plus différent que ça, mais au moins ça demeure pour le même employeur. C'est ça. Voilà. Et là, Jérémy, je veux savoir, parce que je crois, d'après, encore là, si je lis entre les lignes, c'est des lignes braille, c'est qu'on en profite où on lit. Avec le majeur. Avec le majeur. Moi, je m'habitue je me suis brûlé récemment, c'est que je me suis habitué à lire avec un autre doigt. C'est pas facile. Moi, j'essaye des fois aussi, mais j'ai du mal. C'est vraiment pas facile. Je m'étais toujours dit, faut pas se brûler. Alors, essaye de lire avec la main opposée de celle avec laquelle tu lis habituellement. Tu vas voir, c'est très drôle à faire. Ouais. Mais ça se fait pour ceux qui auraient peur, là. Là, il faut être doué. Moi, je suis pas doué. Ah, alors, d'accord. Moi, je suis technicien braille. Ça fait, d'un sens, ça serait pas commode, mais je pourrais quand même encore travailler, selon moi. Mon cher Jérémy, moi, j'ai l'impression que tu t'ennuies pas beaucoup dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas s'ennuyer? Alors, effectivement, je crois qu'on peut dire que tu as raison. Je ne m'ennuie pas beaucoup. J'ai un jour un copain qui m'a dit, tu sais, Jérémy, un jour, j'ai dit à mon père que je m'ennuyais. Et mon père m'a répondu, il n'y a que les imbéciles qui s'ennuient. Oh là là, Et ce copain-là, le jour où il m'a dit cette phrase, je me suis juré de ne jamais m'ennuyer. Parce que j'ai trouvé la réponse de son père absolument fantastique. Je suis assez d'accord avec lui. Pour moi, il y a que les imbéciles qui s'ennuient. Dur à la fois, mais... Oui, dur, mais en même temps, tellement positive aussi. Parce que, justement, ta vie est trop courte pour que tu puisses avoir le temps de t'ennuyer, je pense. Mais tu n'avais déjà pas tendance à t'ennuyer de toute façon. Non, tu t'es juste fait la promesse que ça arrive pas. C'est ça. Okay. Alors j'ai effectivement beaucoup de passion. On va commencer par la plus universelle, on va dire le sport. Oui, là ça va venir chercher beaucoup de monde, même voilà. au Québec. Donc je suis fan de ce que vous appelez chez vous le soccer. Chez nous on appelle ça le football. Je suis supporter du Racing Club de Strasbourg, pour ceux qui connaissent. Voilà, je fais partie d'un groupe de supporters ultra. C'est tout un programme aussi. et je suis... excuse-moi, un groupe de supporters, tu dis? Oui. Donc vous allez au match? Puis... Absolument. Oui. Voilà. C'est parce que j'ai toujours été impressionné, moi, par ces gens-là. Ça doit être quand même quelque chose. Ça demande de l'énergie. C'est quelque chose. Écoute, c'est dommage. Là, le temps nous est compté, mais le jour où tu reviens en France, on va essayer de t'emmener à un match de football. Et tu viendras avec nous à un match et tu verras bien. On reviendra. Moi, j'en fais la promesse au micro. Voilà. Ah la promesse est faite. Là, voilà. Ça y est, il s'est engagé, c'est foutu pour lui. Tant pis. Bon. Donc, je suis fan de soccer et du Racing Club de Strasbourg en particulier, qui est l'équipe de ma région, l'équipe phare de ma région. Je suis également fan et passionné, et ça va faire plaisir à beaucoup de Québécois, je pense. Encore plus, je crois. Voilà, du Canadien de Montréal, en hockey sur glace. Passion que m'a transmis un illustre personnage que tu as reçu à ce micro du nom de Johan. C'est lui qui t'a transmis ça. Absolument. Ok. Absolument. Il m'a transmis tellement de choses. Beaucoup de conneries, mais pas que. Le Canadien de Montréal, c'est peut-être bien la chose
la moins idiote qui m'est transmise. Ah, Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est lui qui suivait le Canadien et qui j'habitais chez lui pendant quelques mois. Il suivait les matchs et je me suis dit plutôt que de dormir, tiens, je vais m'intéresser à ça d'un peu plus près. Et on suivait les matchs du Canadien et finalement j'ai fini par accrocher moi aussi et en devenir supporter. Et j'ai envie un jour, parce que là moi aussi je m'engage, de venir à Montréal et au Québec pour venir voir un match du Canadien et pourquoi pas également, puisque j'adore le soccer, un match de l'Impact mais pourquoi que pas? je suis aussi assez assidûment en général. D'accord. C'est que ça, déjà, ça occupe du temps. Et en plus, puis là, je l'ai même vécu vraiment, parce que, bon, vous savez tous que on n'est pas sur le même fuseau horaire. Hein, ça fait que de suivre le hockey, c'est pas du tout dans les mêmes heures. Oui, ça nécessite une certaine discipline, d'autant que moi je travaille. Donc, ce que je fais en général, je me couche vers 23h, 23h30. Je dors parce que les matchs souvent c'est à 1h30. Enfin, c'était parce qu'ils ont décidé que ça allait devenir à 19h heure canadienne, donc 1h chez nous. Mais l'an dernier c'était plutôt 1h30 en général. Donc je mets le réveil à 1h30, je suis le match et je me rendors après pour 2-3 heures encore avant d'aller travailler. Donc je coupe ma nuit en deux. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu sais que je me sens plus en forme quand je fais ça que quand je dors ma nuit d'une seule traite. D'accord, Donc, c'est intéressant à savoir parce que bon, s'il y en a qui se posaient la question à savoir si c'était difficile de casser sa nuit, voilà. Ça répond. C'est pas difficile. D'accord. Un bon petit, une bonne petite boisson énergisante, n'est-ce pas? Et on est bien, on est parfait. Après, j'ai d'autres centres d'intérêt, qui est la politique, qui m'a pris pas mal de temps. J'ai été militant, notamment dans des mouvements. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, il est moins universel que le sport parce qu'il est plus clivant, je pense. Mais il m'a pris pas mal de temps aussi. Il me prend encore du temps de temps en temps. Donc voilà, fan de sport et de politique. J'ai fait de la musique aussi pendant quelques années. J'ai fait 7 ans de batterie. Ah, je suis entouré de batteurs ces temps-ci. Voilà, donc j'ai fait 7 ans de batterie, fan de politique et de sport. Voilà. C'est largement pour s'occuper, pour tenir ta promesse finalement. Ah mais quand il y a des élections, c'est compliqué parce que ça fait que tout se rencontre là, le foot, les élections, le sport, Putain, j'ai plus le temps après moi. Et des amis, tu en as beaucoup. On parlait de Johan, on en a parlé dans l'émission de la semaine dernière parce que c'est Johan qui a tout orchestré. Hein. D'ailleurs, je le remercie non seulement d'avoir orchestré, mais de m'avoir quand même présenté 2 personnes intéressantes qui vont amener beaucoup au projet Connaissez-vous. Mais tu as d'autres amis, beaucoup? Un cercle social? Ben, tu sais, quelque part oui, parce que de par mes années de militant politique, tu te fais forcément des contacts. De par mes amis via le football, forcément on se fait des contacts aussi. Puis il y a mes amis des milieux spécialisés avec qui je suis resté en contact. Donc j'ai quand même pas mal d'amis, oui. Tout ça mis ensemble, ça fait du monde. Le mélange n'est pas toujours bon à faire. Mais non, ça c'est pas toujours parce que évident. politiquement, encore une fois, c'est assez clivant. Ça peut s'échauffer assez Ça vite. peut s'échauffer assez rapidement et comme on dit chez vous, peut y avoir vite du brasse camarade. Puis dans le sport aussi, ça peut s'échauffer aussi, j'imagine. Dans le sport aussi, c'est vrai, mais un peu moins quand même, je pense. De façon peut-être moins virulente. Ouais, c'est ça. C'est la politique, on a vite fait de s'envoyer les chaises et les bouteilles du bar à travers la... Après, Voilà. c'est sûr que là, après, il y a plus grand chose à faire, là. Ah, Une fois bah que, après, on compte les dents. que tout est renversé. Ah, mon Voilà. Dieu. Voilà. Écoute, Jérémy, je pense qu'on aurait pu continuer longtemps. Je pense que, mais ça donne une très bonne idée. Là, je vais pas le dire de façon péjorative, mais du personnage, hein, parce que Oui, c'est un personnage haut en couleur, on va dire. Après, à vous de savoir si c'est péjoratif ou pas. ah, mais en tout cas, moi, je vous laisserai seul juge, chers amis auditeurs de
de Connaissez-vous? Moi, j'ai adoré. En tout cas, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Et puis, au plaisir de te revoir, soit en France, soit quand je viendrai vous voir au Canada aussi. Là, on s'en est fait la promesse. Voilà. On s'est engagé, là, on s'est engagé. Ouais. Ça sera à qui fera le premier pas. Mais c'est ça. Là, comme c'est moi qui est ici, ça serait à toi. Alors voilà. Bon, il va falloir que je fasse des économies. Donc, c'est mal barré parce que je suis très dépensier. Ça, c'est un de mes grands défauts, peut-être même le premier, probablement. Mais écoute, l'argent est fait pour être dilapidé, hein, sinon... Là, il y a un objectif, puis il y a des... C'est ça, il y a un objectif, donc on va essayer de venir vous voir... Je vais essayer de venir vous voir là-bas au Canada, et puis d'aller voir enfin un match au Centre Bell, parce que... On va t'accueillir, et là, on n'exclut pas la personne qui parle. Hein. Ça fait que on va t'accueillir et s'organiser pour que ton séjour soit mémorable. C'est gentil. Et puis voilà. je me permets, si ça ne t'ennuie pas, de passer un petit bonjour à notre amie Katia, là-bas, qui est restée, elle, au Québec, finalement. Mais donc, qui viendra elle aussi. Mais qui viendra elle aussi. Donc écoute, hâte de te rencontrer, très chère Katia, puisque j'ai déjà rencontré Martin et ce fut un plaisir. Voilà. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. On va revenir au Québec, par exemple, je vous le dis. Ah, tu veux pas rester, hein? Moi je reste. Moi je resterai. Tu sais quoi, puisque tu restes pas, je pique un bout de saucisson. Voilà. Ça m'a contrarié. Et on finit le petit champagne là qui est très bon en passant. Voilà. Merci beaucoup. Bisous, Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, nous terminons notre voyage en banlieue de Paris avec quelqu'un qui a osé traverser des frontières pour tenter d'améliorer ses chances de réussir les études dans le domaine qui l'intéressait. Martin Gilbert, à notre rendez-vous du 25 octobre.